Elle m'a prise dans les bras. Ouais. Puis elle m'a dit, mais moi je suis pas. Elle m'a dit ça. Je suis pas avec toi parce que t'es capable de faire des enfants. Je suis avec toi parce que t'es capable d'être un bon papa. Donc c'est ça qu'elle m'a dit. Ouais. Et peut-être une des plus belles choses qu'elle m'a dit. J'ai compris. Ouais. J'ai compris qu'on peut tous être père, mais pas donner à tout le monde d'être papa. Exécuté par qui? Fabrice Florent. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daron, le podcast où chaque lundi, à partir de 6h du matin, je donne la parole à un père pour lui faire causer de son expérience de la paternité. Je suis Fabrice Florent, je produis des super podcasts d'interviews et de discussions, en tout cas moi je les trouve super, et je crée des contenus. Je fais parler des pères de paternité, des mères de maternité, des gens de leur rapport au succès, je prends des mecs entre quatre yeux pour leur parler de masculinité, je fais causer des gens de leur rapport à l'argent et de plein d'autres thèmes que je vous invite à découvrir en allant sur mon site fabflorent.com, fabflorent.com. Si vous aimez cet épisode, vous pouvez aller écouter la bande-annonce du podcast pour en découvrir plus sur mon travail et mes autres podcasts. Si vous aimez mon travail, vous pouvez m'offrir un cadeau en échange en me soutenant financièrement et ainsi me donner un peu plus de sérénité en vous abonnant par exemple à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent sonnant et trébuchant. Allez dans les notes du podcast ou en allant sur fabflorent.com, fabflorent.com, donc vous y trouverez toutes les infos. Enfin, si vous aimez ce podcast, vous pouvez vous y abonner, mettre un chouette commentaire et 5 étoiles au podcast sur votre application de podcast préférée et surtout, partagez cet épisode et ce podcast autour de vous s'il vous a plu. Je suis sûr que vous connaissez des gens que mon travail pourrait intéresser. Vous pourrez également venir commenter avec mes auditrices et mes auditeurs chaque épisode directement sur mon Discord. Alors Discord, c'est un petit logiciel génial que je vous invite à découvrir, qu'il faut installer sur votre téléphone ou votre ordi. Vous pouvez également me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux. Vous pouvez vous abonner à ma newsletter et vous trouverez toutes ces infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Un grand merci d'avance et bonne écoute à vous. On est avec Fabien donc, on n'est pas tout à fait avec Fabien puisque Fabien est à 6000 km de là. T'es à Montréal, c'est ça Fabien ? Exactement, depuis 7 ans maintenant. Ouais, c'est ça. Fabien, tu m'as envoyé un mail pour m'expliquer, intitulé « Histoire d'un daron qui a demandé à un autre daron de l'aider un peu ». Et où effectivement tu parles de ton parcours, déjà en tant que papa bien sûr, parce qu'aujourd'hui tu as une petite fille qui a bientôt 2 ans, c'est ça ? Qui a bientôt 2 ans, ouais, Olivia, bientôt 2 ans, ouais, qui est franco-canadienne du coup. Parce que ta chérie est canadienne. Non, parce qu'on est tous les deux français, mais elle est née au Canada et il y a le droit du sol. Elle est née sur le sol. Exactement. Okay. Ouais. Eh bien, bravo pour ce double passeport, Olivia. Toutes mes félicitations. C'est ça. Et donc en fait, ouais, tu vas nous raconter que t'es passé par tout un parcours et que vous êtes passé d'ailleurs tous les deux, mais on va parler de toi en particulier, par un parcours qui t'a amené à avoir un verdict. Le 30 juin 2020, comme tu le dis dans ton mail, Exactement. Tu ne peux pas avoir d'enfant. Exactement, c'est ça. On en parlera un peu plus tard, mais ça m'est tombé dessus sans vraiment me tomber dessus, parce que je suis né avec une certaine condition où ça m'a longtemps trôné dans la tête en me disant, à mon avis, il y a quelque chose qui va pas marcher un jour ou l'autre. Donc c'est ça, je suis né en fait avec la condition qui s'appelle la cryptochondrie. C'est en fait normalement quand un garçon naît, ses 2 testicules sont bien positionnés en bas, une ou les deux normalement. Et il y a certaines naissances où en fait une ou les deux ne descendent pas. Et normalement dans la première année, deuxième année, ça revient. Ça redescend naturellement. Et il y a 1% de ces cas-là qui, après 6 mois, ne redescendent pas. Puis, si c'est traité dans les 1 ou 2 ans, il n'y a pas de séquelles. Il y a très peu de séquelles, pas de séquelles. Par contre, si c'est pas traité dans les 1 ou 2 ans, on perd très vite des chances d'être fertile, entre guillemets. Quand il y en a une qui est pas descendue, il faut savoir qu'on perd 5%. Quand il y en a 2, ça tombe tout de suite à 50%. Donc c'est vraiment, ça peut avoir des grosses conséquences. Et moi, en fait, on a détecté ça à 4-5 ans. Pour plein de raisons. On n'a pas checké, ça ne checkait pas autant à l'époque, etc. Donc je me suis fait opérer à 4-5 ans. Ils ont redescendu les 2 billes. Et puis 3 ans plus tard, il y en a une qui a décidé de remonter.
Donc je me suis fait opérer une deuxième fois. Donc quand je Incroyable. te dis qu'on perd 50% de chance quand il y en a deux, ben moi j'en ai eu trois. Donc j'ai eu longtemps cette partie de moi qui me disait, à mon avis, il y a quelque chose qui va pas marcher là. C'est ça. Quand j'ai eu ce verdict là, le 30 juin, je suis pas tombé de ma chaise, entre guillemets. Ouais. Ouais. Je me suis Est-ce que pas tu en tombé de avais ma chaise. parlé auparavant à ta compagne, qui s'appelle donc Marion? On va la Ouais, noter, on va avec la ma, nommer, ouais, pardon. c'est ça, avec Marion. Oui, j'en avais parlé, bien sûr. Elle était au courant. On a essayé pendant un an et demi d'avoir un enfant naturellement. Puis à un moment, on s'est dit bon, faut passer des tests. Moi, j'ai eu du mal à me lancer à passer des tests parce que c'est un petit peu, on te dit tout haut sur un rapport ce que tu as toujours pensé tout bas, donc on n'aime jamais trop faire ça. Mais oui, on a décidé d'aller passer ces tests. Marion a pas de problème parce qu'on on a eu Olivia, puis elle a pas de souci. Mm. Puis moi, on m'a dit que non, il y en avait pas. Et on m'a donné une concentration à tel point que, en fait, j'ai appris plus tard que quand on te donne, genre qu'on te dit il y a moins d'un million, ça veut dire qu'ils ont pas réussi à calculer. Donc voilà, Ah oui, c'est en gros il y a pas de chance quoi. Donc ok, c'était ça. Ouais. ok. Bon, on va parler de tout ça. Merci Ouais, beaucoup de venir témoigner, parce que j'imagine à avec quel plaisir. point ça n'a pas été un parcours simple pour toi en tant qu'homme qui a Mm. besoin d'avoir des testicules qui fonctionnent dans cette société. Tu vois, C'est un peu ça, c'est un peu ça. Mm. je mesure à quel point ça n'a pas dû être simple. Mais avant ça, en fait, et tu me disais tout à l'heure, juste avant qu'on démarre, moi j'ai beaucoup de questions entre ta première question sur le désir de paternité et la conception. Enfin, tu as plein de choses à dire, et Mhm. j'imagine à quel point tu as plein de choses à dire. Mais alors, allons-y, c'est à quel moment t'es venu ce désir de paternité? Je pense que j'ai jamais vraiment eu cette horloge biologique que certaines mamans ou certains papas ont. Ça m'est venu comme un peu un désir de, ok, là maintenant j'avais, j'avais été dans ma vie d'adulte, Hmm. j'ai fait de mes études, je travaille. Marion, ça faisait 8 ans qu'on était ensemble, et puis on s'était donné l'objectif de vivre à deux avant d'avoir un enfant, pour bâtir une fondation, parce que cette fondation, elle est pas mal ébranlée quand tu as ton premier enfant. Je pense que plein de gens peuvent témoigner de ça. Et puis aussi un jour, l'enfant il quitte la maison, puis on s'est toujours dit ouais, mais faut qu'on puisse avoir vécu à deux pour se retrouver à deux plus tard. Donc on s'était défini 3 voyages à faire. Plus dans les Rocheuses canadiennes, en Amérique du Sud et tout. Puis en fait, en 2018, on a fini le 3e voyage au Pérou. Puis en rentrant, on s'est dit ok, C'était quoi? C'était un peu des rites d'initiation pour vous, c'est ça? Des capacités de c'était, voir un petit peu si vous arrivez à vivre ensemble et à être dans des épreuves, c'est ça? ouais c'est C'est ça. Il marrant, y a j'ai eu. jamais entendu parler de ça, hein, donc c'est pour ça que je pose C'était cette un peu question. ça, on s'est dit, on aime voyager, et puis on s'est peut-être mis la limite de se dire, avec des enfants, tu fais pas les mêmes voyages, surtout les enfants en bas âge. Donc avant de refaire des grands voyages, des randonnées, des treks, etc., faudra attendre quelques années. Donc on aimerait avoir ça. Puis le voyage, ça forme aussi le couple, on trouve. C'est des Mm. expériences qu'on a vécues que tous les deux. Euh, et puis ouais, voilà, c'était notre moyen. Dans ces 8 ans, il y a eu aussi l'immigration. Il y a eu aussi de quitter la France en 2016 pour venir s'installer au Canada, qui est un projet tout en soi, de quitter sa vie avec 2 valises et d'arriver ici. C'était un Euh, projet que vous aviez en commun à ce moment-là, ou c'est parce que tu as été muté, ou non, l'un ou en l'autre a été muté? commun. En fait, on s'est rencontrés en 2011 ici. On a fait nos 6 mois d'études, puis on est venus tous les deux de France. On s'est rencontrés ici. Ouais. Elle devait terminer ses études en France. Moi, j'avais prévu de rester ici. Et puis, j'ai dit à mon meilleur ami avec qui je suis venu, je lui ai dit, écoute, non, je vais repartir avec Marion. Donc, je suis reparti en France. J'ai travaillé. On a travaillé pendant 6 ans en France. Et ensuite, on a dit, non, en fait, on aimerait retenter ça, là, de vivre au Canada vraiment. Ça nous manquait. Donc, on a déclenché dans nos 2 boîtes en France, laquelle pouvait transférer. Puis, c'est moi qui a pu transférer. Donc, elle m'a rejoint après. Donc il y a eu ce projet de vie aussi de l'immigration, c'est aussi Mm. un défi dans un couple aussi donc c'était tout ça qui nous a dit ok, à un moment là on a fait tout ça, on a vécu, on s'est réinstallé dans un pays, on est prêt là, on est prêt. Et puis
moi, j'avais besoin de grandir, je disais. J'avais besoin d'être adulte, d'être non plus un jeune professionnel ou un jeune adulte qui avait pas vraiment encore quitté ses parents, mais et puis de dire ok, maintenant, il faut que je m'occupe de quelqu'un d'autre que de moi-même. Et donc, c'est ça qui m'a dit ok, je pense qu'il faut que je transmette. Puis j'ai une très forte relation avec mon papa, qui est mon héros, et je voulais transmettre cette relation que moi j'ai avec mon papa. Donc c'est aussi ça qui m'a poussé à me dire ok, je pense que on Ton père peut. est ton héros. Mon père, c'est mon héros. Ouais. Ouais. Je passe pas une semaine sans l'appeler, sans lui envoyer un message. C'est vraiment ouais. C'est. Mais qu'est-ce que tu entends par héros? Tu sais que j'aime bien parler de. Enfin, si tu écoutes Mm, un peu le podcast, j'aime bien parler de rapport entre. mm, Parce que parler de paternité, c'est aussi de parler de son rapport à son propre père, quoi, forcément. mhm. C'est c'est un rock. C'est un rock. Et c'est le daron. C'est marrant parce que je parlais de ce podcast avec des collègues québécois. Histoire de daron, puis daron, c'est pas un mot ici. Et, du coup, ils m'ont dit, c'est Mince, je quoi? savais pas que j'avais flingué mon public québécois juste avec ce nom, je savais pas. Ils disent, c'est quoi un daron? Et du coup, j'ai expliqué. Et j'ai décrit mon père. Mon père, c'est un daron. Il, il sait faire en toutes circonstances. Ok. Il sait ce qu'il faut faire. Et puis, c'est un Et quand, guide. C'est un guide. Ouais. Ouais. et quand tu dis c'est un rock, pour moi, j'ai un peu l'idée de quelqu'un qui montre pas vraiment d'émotion. Non, pas vraiment. Ça, c'est un Hmm. truc, au contraire, que j'essaye de pas prendre de lui. Ouais. Et oui, mais c'est vrai. C'est de pas forcément parler de soi, pas parler de soi. J'essaye plus moi d'être un rock sensible, on va dire, pour dire que j'ai pris le rock de mon père, mais que j'essaie de prendre un peu de sensibilité, et de parler de mes émotions. Ouais. En moins d'apprendre ça à Olivier, en tout cas. C'est plus. Ouais. Ouais. Je me demande est-ce que c'est possible d'être un rock sensible, mais c'est intéressant comme allégorie. Je sais Je pas si sais ça va pas. ensemble, mais c'est intéressant. Je te dirai dans quelques années. Bah ouais, work in progress. Exactement. J'imagine bien. Ok. Donc effectivement, vous êtes partis tous les deux, Oui. et comme tu disais, un peu cette envie de se dire, ok, j'en ai marre de m'occuper que de moi. Il y a un moment donné où je veux aussi m'occuper de quelqu'un d'autre. Ouais. C'est l'un des déclenchements pour toi, des Ouais. déclencheurs. Ouais. J'avais besoin de transmettre. Et ce qui est paradoxal, c'est que je ne me voyais pas et je me vois pas encore aujourd'hui avec un enfant de 5 ans, un enfant de 6 ans, un enfant de 10 ans. J'arrive pas à m'imaginer. Euh, et donc j'avais cette peur là beaucoup en me disant mais ok, je veux transmettre, mais je me vois, j'ai du mal à me Hmm. voir à jouer avec un enfant, alors que j'ai des nièces, j'ai un neveu, puis j'ai joué avec eux, puis j'ai des amis qui ont des enfants en bas âge. Et, et en fait, c'est un ami qui m'a dit ça. Il m'a dit mais tu sais, tu es aussi vieux en tant que papa que ton premier enfant. Et il m'a dit, quand ta petite elle aura 1 an, on te demandera d'être un papa d'1 an, mais on te demande pas d'être un papa de 6 ans. Et donc ça m'a libéré. Je me suis dit, bah oui, en fait, on me demande d'être un papa de 2 jours, puis un papa d'une semaine qui est meilleur que le papa de 2 jours, mais qui est moins bon que le papa d'1 an. Euh, et ça m'a vraiment libéré quand il m'a dit cette phrase-là. Je la garde souvent en moi, ça. Ouais. C'est intéressant parce que l'histoire et les différents entretiens et ma propre expérience aussi m'ont prouvé que c'était plutôt plus dur pour les darons d'être en contact avec les petits enfants, tu sais, et Mhm. que souvent justement ils fantasmaient un peu ce truc Mhm. d'avoir un enfant plus grand à qui tu peux transmettre, à qui bah, déjà tu peux parler parce que Ouais. transmettre c'est important aussi, Mhm. et que c'est pas alors moi, j'ai compris plus tard que c'était vachement plus, que c'était très possible de transmettre même sans parler. Mais ça, Mhm. aujourd'hui, pour moi, c'est trop tard, quoi, tu vois. Mhm. Mais ouais, t'avais pas ce truc-là de ce fait-là? Non, je pense pas. Hmm. Je me suis jamais. Je pense que c'était aussi une peur de pas réussir, une peur aussi Hmm. de me dire, waouh, maintenant, genre, il n'y a pas de filet là. C'était un peu cette peur d'essayer d'être parfait, dire, faut être le meilleur, qui me conduit moi dans ma vie dans d'autres chemins et qui me Hmm. fatigue des fois. Mais là, bah, c'est dire non, là, faut être le meilleur. Là, il y a pas de plan B là. Elle est là. Puis donc c'était ça. Après.
Puis au final, je trouve qu'aussi on nous met aussi beaucoup de pression via les séries télé, les choses comme ça, de dire oh, quand j'ai ma petite dans les bras la première fois, ça y est, j'ai compris. Et j'ai un autre ami qui m'a dit, tu sais, moi, ça m'a pris 1 an. Puis au final, moi, ça m'a pris 1 an et demi de me dire, ok, avant, tu t'en occupes parce que sinon elle peut pas vivre, tout simplement. Mais au bout d'1 an et demi, en fait, bah, elle te sourit, elle rigole à des choses que tu fais, toi, elle rigole pas avec maman, elle rigole avec papa. Que quand elle commence à marcher, que tu arrives à la garderie, elle te court dans les bras. Puis elle court pas dans les bras du papa d'à côté. Et ça, c'est là où je me suis dit, ouais, là, je suis papa, là. Je suis pas juste un humain qui s'occupe d'un petit bébé, je suis un papa, là. Mais ça m'a pris 1 an et demi. C'est ça. Mais c'est bien, il y a autant de façons de devenir papa qu'il y a de papa, je crois. Donc il faut vraiment, comme tu dis, pas se prendre la tête. Les séries, les machins et tout, c'est bien, mais à un moment donné, ce qui compte, c'est la vraie vie, quoi, tu vois. C'est ça. Ouais. Faut pas s'oublier en passant, quoi. Ok. Est-ce qu'on peut revenir à donc effectivement ce chemin à partir du moment où tu te dis ok, bah je veux devenir papa. J'imagine que Marion, c'est aussi une envie de son côté à ce moment-là. Bien sûr. Ouais. Et en fait, tu me disais dans ton mail que vous avez essayé pendant 2 ans et demi, c'est ça? Ouais, en fait, un peu moins, j'ai refait les dates. En fait, ça nous a pris 2 ans et demi pour avoir Olivia. En tout. Au moment où on a commencé à essayer, au moment où Olivia est née, ça a été 2 ans et demi. Quand on est rentré du Pérou en juillet 2018, on n'a pas pu essayer ce qui est vraiment drôle, on n'a pas pu essayer pendant 6 mois parce on est passé un jour dans la zone où il y a potentiellement Zika, le virus qui est dangereux pour les femmes enceintes et qui est porteur pendant 6 mois par l'homme. Donc, parce que j'ai risqué d'avoir Zika, on n'a pas essayé pendant 6 mois. Et même après, on s'est refusé des voyages avec des amis en Guadeloupe, etc., en disant bah non, parce que s'il y a Zika, faut que ça décale de 6 mois. Quand on voit finalement que on aurait pu partir en voyage et essayer bien avant, c'était assez rigolo. Donc du coup, on essaye en janvier 2019, puis on essaye pendant 1 an. 1 an, ouais, c'est ça, 1 an et demi. Ouais, jusqu'en avril 2020. Où là, on se dit ok, là, ça fonctionne pas. Déjà, les recommandations de la santé publique te disent bah après 1 an, essayez 1 an avant de nous appeler. En gros, c'est un peu nous appelez pas avant 1 an. Et puis après 1 an, il faudrait peut-être quand même juste passer des tests, puis ça se trouve il y a rien, mais il faudrait quand même en passer. Donc et là, toi, j'imagine que je te coupe, excuse-moi, mais j'imagine que pendant ce temps-là, toi, t'as toujours ce truc en tête de ta cryptochondrie, quoi, c'est ça? Cryptochondrie, c'est ça, ouais. Oui, toujours ce truc en tête. Bien sûr, je l'ai forcément. Alors forcément, on en parle avec Marion. On se dit bon, bah, en plus, s'il y a un problème, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on adopte? Puis aussi, s'il y a un problème côté Marion, parce que il peut y avoir un problème de mon côté, puis aussi du côté de Marion à ce moment-là. Donc, c'est-à-dire, est-ce qu'on pourra pas tous les deux, ou moi je pourrais, elle pourra pas, etc. Toutes les configurations possibles. Puis on commence à se préparer, à se dire ok, non pas les 3 premiers mois, mais peut-être au bout près d'un an, on se dit bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on adopte? Est-ce que on cherche une mère porteuse? Est-ce que il y aura le donneur? Voilà, il y a plein de choses. Donc on essaye puis on se penche peut-être plus à ce moment-là vers l'adoption. De se dire que si nous deux, c'est marrant, hein, mais de se dire si nous deux, on peut pas faire un enfant de nous deux, ben on va aider au pire, ben on utilisera ça pour peut-être aider un enfant qui a pas de parents. On était dans cette chose-là, et on était alignés plutôt dans cette chose-là, sans problème. Donc du coup, ça nous amène en avril où je dis ok, je donne mon go pour moi les tests, parce que Marion elle allait pas les faire toute seule, il fallait que j'y sois. Donc j'ai dit ok Marion, on y va. Donc en mai. J'aimerais bien qu'on revienne un peu sur cette période Bien où sûr. tu me disais, moi j'avais peur d'aller faire les tests parce qu'il y avait un peu, c'était ouvrir la boîte de Pandore pour toi, quoi. Bah ouais, honnêtement, il y avait Qu'est-ce qui se passe pour toi à l'époque? J'avais peur que Marion m'abandonne. Même si ça faisait 8 ans qu'on était ensemble et tout, j'avais cette peur que Marion me dise bah écoute, moi je veux plus un enfant qu'un couple. C'est irrationnel les peurs, mais c'est comme ça. Et puis bah du coup, je me suis dit si on écrit sur papier que c'est vrai, je vais peut-être être face à cette question, puis elle va peut-être se poser la question en oubliant au final qu'elle est pas avec moi parce que je sais faire des enfants ou pas. Elle est avec moi pour d'autres raisons.
Si tu l'invites dans Histoire de Daronne, elle te dira pourquoi. Je vais pas lui parler à sa place. Tu lui avais Mais partagé cette peur à l'époque? Tu lui avais dit aussi clairement que non, ça? je lui ai dit quand j'ai eu les résultats. Hmm. Quand j'étais en attente des résultats. Je cherche le rock sensible en toi. J'ai appris après. Ouais, c'est ça. J'avais cette peur que j'ai avoué pas. Jamais, je l'ai avoué à personne. Je l'ai gardé en moi. Mais je l'ai gardé en moi avant Marion, en me disant un jour si c'est vrai et que je suis avec quelqu'un et qu'on veut avoir un enfant, bah peut-être que ça me fera me faire abandonner. Et donc c'est ça qui m'a empêché de donner le go. Puis de toute façon, au final, j'ai pas donné le go comme 5 ans après, puisque de toute façon, la première année, ils auraient pas forcément accepté de faire des tests. Bien que si je leur avais parlé de ma condition, ils m'auraient peut-être dit bon, peut-être on va peut-être en le faire en fait au bout de 6 mois parce que bah on va pas perdre de temps. Donc bon, après avec des si, on ferait Comment beaucoup de Marion a choses. réagi quand tu lui as dit que tu avais peur qu'elle t'abandonne? Elle m'a prise dans les bras. Hmm. Ouais. Puis elle m'a dit mais moi je suis pas. Elle m'a dit ça. Je suis pas avec toi parce que t'es capable de faire des enfants. Je suis avec toi parce que t'es capable d'être un bon papa. Donc c'est ça qu'elle m'a dit. Ouais. Et Et peut-être une des j'imagine plus belles qu'aujourd'hui, choses qu'elle m'a dit. Ouais. J'imagine qu'aujourd'hui, tu as compris la distinction. J'ai compris. Ouais. J'ai compris que qu'on peut tous être père mais pas donner à tout le monde d'être papa. Que j'ai compris. Et que au final, je me suis retourné en me disant, tu sais, dans ma famille, j'ai une demi-sœur, donc mon père, c'est pas le même père que biologique que celui de ma sœur. Elle l'a toujours appelé papa. Ça n'a jamais été une question ou autre. J'ai ma marraine qui a son mari, par exemple, c'est pas un papa, mais j'ai toujours appelé tonton, alors que on n'a aucun lien de sang, on a presque un lien de parenté vraiment fin. Puis en fait, pour moi, ça a été comme c'est un oncle, ça a été comme un oncle pour moi, ou même un grand-père, parce qu'il avait l'âge de mes grands-pères. Donc au final, le sang, c'est pas à date aujourd'hui, avec 2 ans de recul, c'est rien en fait. Bien sûr. Rien. J'en profite pour vous renvoyer, parce que tu sais, j'aime bien faire de la promo dans mes podcasts, vers l'épisode de Benoît que je t'avais proposé d'écouter, mais tu m'as dit, je veux pas m'influencer, donc je veux pas écouter ce que Benoît raconte, mais je vous mettrai un lien vers l'épisode de Benoît qui raconte lui aussi son parcours et qui a aujourd'hui 2 enfants, et on parle beaucoup du lien de paternité en fait, et de ce que ça sous-entend. Est-ce que c'est forcément un lien biologique? Bah non, en fait, pas du tout. C'est plein d'autres choses, pas forcément. On m'a donné l'exemple parce que pour traiter tout ça, j'ai été voir une psy et puis j'avais cette question de dire est-ce qu'il n'y a pas une partie biologique dans avoir un lien avec son enfant? Je me suis posé cette question. Est-ce qu'on n'a jamais prouvé ça? Mais peut-être qu'il y a un lien. Elle m'a dit mais t'as déjà vu des vidéos de lions qui s'occupent de gazelles ou de chiens qui s'occupent de chats? Il n'y a pas de lien biologique, pourtant ils le font. C'est un lien maternel ou paternel. Mais c'est vrai, je me suis dit, ah oui, en fait, on est des animaux, puis au final, il y en a d'autres qui le font. C'est ça. J'imagine que t'as découvert qu'on était des animaux au moment de l'accouchement, mais bon. J'ai découvert. Je me suis dit, wow, on est des mammifères. En tout cas, moi, de mon côté, c'était vraiment très, très, wow. Okay. Ouais, c'est une fierté. Ah ouais. J'ai mis longtemps à en parler sans avoir les larmes aux yeux de l'accouchement de Marion. C'est une warrior. T'as le droit d'avoir les larmes aux yeux ici. Hein. J'ai le droit. T'as le droit. Un rock sensible. J'ai le droit. T'as le droit d'être un rock sensible. T'as même le droit d'être sensible tout court, comme tu veux. Donc ouais, parlons de ce moment où tu reçois les résultats. Effectivement, c'est ce moment où tu dis à Marion que t'avais peur, c'est ça? Avant, en fait, entre le moment où je passe le spermogramme, pendant la pandémie en plus, donc je suis obligé de faire l'échantillon à la maison et de le déposer en 1 heure à l'hôpital en le gardant dans le caleçon parce qu'il faut le garder à la température du corps. Et comme j'avais pas la voiture à l'époque, je devais prendre un Uber. Donc autant dire que je prends un Uber avec un pot de sperme dans mon caleçon et je débarque à la clinique. Et en fait, la clinique, il y avait une partie qui était grossesse à risque, une partie pas de grossesse, infertilité. Et moi, je tombe dans la salle d'attente où il y a que des femmes enceintes autour de moi. Et je suis là et j'ai ce pot dans mon caleçon qui me fait une belle bosse
Et je me rappellerai toujours, je lis ce livre de Mike Horn, l'aventurier qui est tout seul en Antarctique, qui subit des tempêtes, des vents et tout. Et je me dis, waouh, j'aimerais tellement être à sa place à ce moment-là. Je suis tellement, genre, j'aimerais tellement être en Antarctique. Donc là, bah voilà, donc c'est le premier échantillon. Donc entre ce moment où je donne mon échantillon et le moment où on a l'appel du médecin, parce que pendant la pandémie, ça a été par téléphone, oui, c'est là où je dis à Marion, écoute, si ça marche pas, euh, je te dis, j'ai peur que tu me quittes ou j'ai peur que je sais pas ce que je vais faire. Et donc, c'est là où elle me rassure en me disant, de toute façon, tant qu'on n'a pas les résultats, bah, on peut pas savoir. Puis de toute façon, je te quitterai pas, peu importe les résultats, mais on va attendre déjà le 30 juin. Donc, voilà, c'est ça. Ok. Donc le 30 juin, vous avez cette décision. Ouais. Tu m'as écrit dans ton mail, de là se sont enchaînés mon deuil et ce sentiment de ne pas être viril. Ouais. Ça m'est pas venu tout de suite parce que comme je suis pas tombé de ma chaise vraiment. Quand on a coupé avec le médecin, Marion m'a dit bon, comment tu te sens? Donc c'est ça qu'elle a été forte, c'est qu'elle m'a demandé moi comment je me sentais, sans me dire elle comment elle se sentait. Parce que donc là je dis écoute là j'ai besoin d'une demi-heure, laisse-moi marcher une demi-heure, j'ai besoin juste de comprendre ce qui vient de se passer. Donc je reviens et là ce qui est paradoxal c'est que bien qu'on s'était quand même mis d'accord sur l'adoption, pas mis d'accord mais qu'on s'était dit c'est un truc qu'on envisagerait. Marion elle me dit écoute Fabien j'ai ressenti là ce besoin de porter un enfant. Elle m'a dit j'ai besoin d'être enceinte, j'ai besoin de connaître ça et de connaître tout ça. Et donc moi j'ai pas hésité. Je lui ai dit ok, bah on prend un donneur. C'est comme ça. Je peux pas te dans le sens où ok je peux pas te donner ce que tu veux, donc je vais tout faire pour que tu aies ce que tu veux. Et la seule chose que je peux faire c'est d'accepter le donneur en fait. C'est la chose que je peux t'offrir, ce que je peux pas t'offrir ce que la nature normalement nous dit de faire. Donc là, c'était plus en mode solution. Et après, en fait, j'ai dit par contre, je veux passer un deuxième test. Avant de se lancer, je veux avoir un deuxième avis pour être sûr que bah voilà, c'est vraiment ça. Donc là, ça s'est enchaîné juillet-août où là, bah j'attendais le deuxième test, puis bah je commençais à me renseigner aussi en me disant bon bah qu'est-ce que ça amène, qu'est-ce que c'est les termes médicaux qu'on m'a dit, qu'est-ce que c'est la cryptochondrie, qu'est-ce que c'est tout ça. Donc j'ai essayé de me renseigner pour comprendre. Et puis c'est là où ça m'a frappé en me disant en fait ma génétique va s'arrêter là. J'aurai pas d'enfants qui auront mes yeux ou qui auront et là même si ton entourage qui est bienveillant te dit oui mais tu sais un enfant à 5 ans il aura peut-être la même démarche que toi et tout, à ce moment-là le plus important pour toi, c'est la génétique. Ce qui est comme ça. Et je me dis, bah, en fait, ça s'arrête là. Et j'ai pensé à mon père, et j'ai pensé à mon grand-père. J'ai un frère, puis s'il a des enfants un jour, bah, ça continuera. Mais je me dis, si mon frère a pas d'enfants, en fait, la génétique de mon grand-père et de mon père va s'arrêter à moi, et à nous, quoi. Mais j'ai pensé à moi, à moi, va s'arrêter là. Donc j'ai beaucoup pensé à mon grand-père et mon père à ce moment-là, en le disant, et je me suis presque excusé. Je pense même que je me suis excusé auprès de mon papa, en disant, je suis désolé, ça va s'arrêter là. Et puis c'est lui qui m'a dit mais je t'en veux pas. Puis lui il s'en voulait de juste de pas pouvoir me prendre dans les bras parce qu'on est à des milliers de kilomètres. Puis j'ai dû lui annoncer par WhatsApp quoi, enfin en téléphonant bien sûr, pas par message. Mais il voulait juste être là pour moi et donc c'est là moi ça m'a frappé en me disant mais en fait mon truc basique d'être un homme, bah je peux pas le faire. Et c'est ça qui m'a frappé dans la. Donc c'est ça, c'est un deuil en fait à faire, de dire bah oui, je transmettrai pas ma génétique. Puis bon, au final, quand je vois les génétiques que j'ai, mon grand-père qui est cardiaque, mon père qui est cardiaque, puis que moi il faut que je fasse attention, je me dis bon, c'est un truc qu'Olivia a pas, ou que un deuxième enfant aura pas, si on a un deuxième enfant un jour. Donc maintenant, avec 2 ans de recul, je peux te dire que bah voilà, mais sur le coup, ça a été pas un été facile, mais heureusement que mes amis ici on a un groupe d'amis là ici qui est notre famille canadienne, on est tous immigrés, donc on doit forcément tous se serrer les coudes. Heureusement qu'ils ont été là. C'est vraiment
J'ai mon meilleur ami qui est là ici, on se connaît depuis 14-15 ans maintenant. Quand le 30 juin, je lui ai dit, je lui ai envoyé un message, j'ai dit les tests sont pas bons, il m'a dit on arrive. Puis sa copine et lui sont arrivés, ils ont apporté de la bouffe, ils ont dit on est là. Donc c'est heureusement qu'ils ont été là. C'est cool. T'es allé voir une psy, tu me disais aussi? Ouais, pour comprendre, parce que c'est quand même un deuil, c'est ton identité d'homme qui est touchée aussi un peu, donc il faut, je pense pas qu'on puisse, je pense qu'il faut avoir un avis extérieur et la famille et les amis, des fois, ils sont tellement bienveillants pour toi que c'est peut-être pas les réponses que tu as envie d'entendre. Alors qu'une personne neutre, bah, elle va être, en tout cas, moi, la mienne de psy, elle est cash et, elle me donne des exercices à faire. À l'époque, elle m'a donné des exercices à faire, et puis de me dire, OK, maintenant, c'est un moment, vas-y là, faut y aller. Donc, Qu'est-ce qu'elle t'a donné, par exemple, comme exercice à faire? d'écrire. Ouais. C'est un truc que je fais régulièrement. J'ai un carnet, j'écris. N'importe quoi, une pensée, n'importe quoi. Je le fais encore aujourd'hui. Puis ça m'aide beaucoup. Écrire, ça aide beaucoup. Parce que des fois, t'écris, tu peux même écrire à une personne qui n'existe pas. J'ai écrit à moi, moi, papa génétique. Je l'ai écrit. Je lui ai dit, je lui ai écrit une lettre. Puis je me suis excusé, mais ça m'a fait du bien. J'ai pleuré, mais ça m'a fait du bien. Puis après, j'ai jeté la lettre. Elle m'a dit, c'est pas grave, garde pas les lettres, on s'en fout. Déchire-les. Juste écris. Puis sors ce que t'as. Et c'était le meilleur conseil, je pense, qu'elle m'ait donné. Ouais. Oui, parce que ce qui compte à la fin, c'est que toi, t'ailles mieux. Exactement. C'est ça. C'est pour faire lire à personne. Et t'as pas besoin de l'envoyer par la poste, celle-là. Juste t'as besoin de la brûler, si tu veux. Ouais. Comment s'est passé parce que tu me disais effectivement que Benoît, il avait fait tout son parcours de dons en France. Oui. Vous l'avez fait au Canada. Je me demandais un petit peu s'il y avait des différences entre les parcours français et le parcours canadien. Alors, bah, déjà, au Canada, c'est pas remboursé à date. Pour le premier enfant, les inséminations sont remboursées, mais pas le donneur. Donc, chaque échantillon du donneur que tu prends, c'est $900. Pas remboursé. Donc ça, bah déjà, il faut les moyens de faire ça. Faut pas que ça dure trop longtemps parce que après forcément. Et encore, c'est pas une fécondation in vitro, c'est encore plus cher ça. Donc on a eu de la chance dans notre malheur au final. Et de ce que j'ai compris, mais je suis pas expert de la France, c'est que tu ne peux pas choisir le donneur en France. Je suis pas convaincu que tu puisses choisir avec autant de précision que nous on a pu choisir. Et aussi, tu as la partie d'identité du donneur. C'est-à-dire que tu peux choisir s'il est fermé ou ouvert. Et s'il est ouvert, ça veut dire qu'à 18 ans, Olivia, elle pourra avoir les coordonnées et le contacter. Donc c'est ça en fait. Quand tu arrives sur le site là, faut que tu imagines, tu sais le site Ikea où tu dis je veux une cuisine avec ces placards, ces portes là, ces poignées, c'est pareil. Je veux un donneur d'origine asiatique, africaine, européenne, latino, tout ce que tu veux. Tu mets la couleur des yeux, la couleur des cheveux, la grandeur. Enfin, tu peux. C'est vraiment tu bâtis ton donneur. Donc là, t'es face à ça. Donc ça te fait une liste de donneurs potentiels. Et puis là, se pose la question, est-ce que je veux une... Oui, voilà, comment vous avez monté cette liste? Alors au début, on s'est dit, quitte à avoir un champ libre, autant prendre un sosie de Fabien. Mais ça, tu trouves pas forcément, parce qu'on est tous, j'ai pas de jumeaux à connaissance. Et puis en fait, la génétique fait tellement que, au final... mais moi j'ai des yeux de couleur, mes parents ont pas les mêmes, j'ai pas une couleur de mes parents, donc voilà, mais ça peut aller loin. Donc on s'est dit bon au début, puis après on s'est dit bon, moi j'ai juste dit à Marion, je veux juste, pas pour une question de racisme ni rien, mais juste je veux que le donneur soit blanc, parce que il faut porter après dans la rue que t'es un bébé noir à un couple de blanc. Et moi, c'était important pour moi à ce moment-là de dire, non, je veux qu'il n'y ait pas de questions à se poser. Si les gens en posent, je répondrai, mais que je veux pas qu'il y ait de regard ou de sentir de jugement, d'avis dans les gens. Donc j'ai dit, moi, c'est ma seule condition. Je veux juste et puis après, qu'il soit blond, je m'en fous. On y va, quoi. Le premier truc d'ailleurs, c'est que je ne voulais pas choisir le donneur. Ça a été ma première erreur, mon erreur.
Et on a dû voir une psychologue, en fait. Dans le parcours de fertilité, tu es obligé de rencontrer une psychologue en couple pour qu'elle détermine si tu es apte et que tu connais les conséquences de ce que tu vas faire, ce qui est normal, ce qui est très bien. Mais elle te donne plein de conseils. Et on n'avait pas encore commencé à choisir le donneur. Et moi, je lui ai dit, moi, je veux pas choisir le donneur, ça me fait trop de mal, etc. Et c'est elle quand on était avec Marion, qui m'a dit, il faut que tu t'impliques. Tu peux pas juste laisser déjà le poids sur Marion. Et puis tu peux pas ne pas t'impliquer. C'est ton projet aussi. Donc ça, je dis oui, elle a raison. Donc Marion m'a aidé beaucoup. C'était aussi une façon de t'impliquer dans la future grossesse, quoi. Exactement. Mais Oui. j'étais dans ce processus où j'avais tellement mon deuil à faire que je voulais rien avoir à faire avec cette personne. Et donc, mais c'était pas la bonne chose. Et puis je l'ai très vite compris. Et du coup, Marion, qui était tellement fabuleuse là-dessus, qui a shortlisté les donneurs, qui a fait les recherches et quand on a choisi 5 ou 6, puis on l'a regardé à 2. Les 5 ou 6, puis là on en a choisi un. Voilà. Parce que vous voyez leur visage, c'est ça, au Canada? Il y a Tu peux aller très loin. Ouais, tu vois. Alors tu peux voir. Alors s'ils ont une identité ouverte, parce que nous du coup on voulait une identité fermée. À la base j'ai dit moi je veux une identité fermée, je veux rien avoir à faire avec cette personne-là. Et la psychologue de la clinique de fertilité nous a dit, vous savez, un enfant aujourd'hui qui veut trouver, il trouve. Via les réseaux sociaux, via tout ce que vous voulez. Sauf que il mettra 5-6 ans à le trouver, alors que là il aura tout d'un coup. Donc au final, vous faites votre choix, mais sachez que s'il veut trouver, il trouve. Puis sachez que peut-être elle voudra pas. Et que c'est possible aussi. Donc là, ça m'a fait réfléchir. Puis j'ai dit, OK, on va prendre un ouvert, dans tous les cas. Donc là, quand tu as ouvert, tu as accès à des photos d'enfants, des photos d'adultes. Tu as accès à leurs dossiers médicaux. Faut savoir que pour être donneur, c'est 1 an de test avant de donner. Ils sont pas rémunérés. Donc c'est réellement, c'est du bénévolat, quoi. C'est vraiment d'aider. Donc tu as accès à un essai écrit. Tu as accès à leur voix aussi adulte. Et ça, nous, on a mis des limites. C'est-à-dire que pour Marion, ce que je t'expliquais tout à l'heure, c'est que pour elle aussi, c'est de se faire inséminer des spermes d'un étranger. Et donc, elle voulait pas personnifier cette personne. Donc, on a refusé d'écouter la voix et de voir des photos adultes pour pas mettre d'image, de voix, etc. Donc, on a gardé juste les photos d'enfants. Alors, c'est un peu horrible. On peut tous avouer peut-être dans ce podcast, mais quand le donneur il avait une photo d'enfant qu'on trouvait pas beau, je suis désolé, mais on disait bah non, c'était un critère. C'est horrible, hein. Mais on se dit non, là il est vraiment pas beau le bébé. Je suis désolé, mais c'est horrible. On s'est retrouvé horrible à être. Tu sais, à un moment quand t'as 3 donneurs qui sont au même niveau, tu te dis bah c'est quoi mon prochain critère? Bah je regarde les photos et puis non lui, tu notes des bébés quoi. Tu te dis non lui il est pas beau, oui. laisse tomber. Donc c'est un peu horrible, mais bon on a fait ça. Donc on est arrivé à shortlister ces donneurs-là, et puis c'est surtout le gros processus au Canada, c'est que tu as accès à leurs dossiers médicaux. Et là, on a fait face à un choix de se dire, là en fait, on choisit des potentiels problèmes génétiques. Alors oui, moi j'en aurais peut-être eu, puis un enfant avec Marion, il aurait peut-être eu, mais ça on l'aurait jamais su. Sauf que là, tu choisis en sachant qu'il y a une chance sur 1 million qu'il ait cette maladie. Que sa grande tante a été sourde et qu'il ait peut-être une chance qu'il soit sourd, le bébé. Et là, oui, les gens qui sont passés par un processus naturel vont peut-être te dire ouais, mais ça peut arriver n'importe quand. Oui, mais sauf que là, toi, tu le choisis. Et donc, tu as la responsabilité peut-être un peu plus. Et plus que si c'était ta propre génétique, où tu finis par hériter toi-même des conneries que tes aïeux t'ont filé, quoi. Bah c'est ça. Sinon, on se ferait tous tester génétiquement et puis on déterminerait que bah non, nous, il y a trop de chances qu'on ait un enfant handicapé, donc on va pas faire d'enfant. Enfin, bienvenue à Gattaca. Pas mal. Ouais, c'est un peu ça. Tu vois. Donc là, bah, on est obligé de faire des choix. Donc, mais là, sauf que bah, tu as des noms hyper scientifiques de maladies. Tu regardes sur Internet, c'est des trucs horribles. Puis tu fais, jamais on pourrait vivre comme ça. Enfin, c'est dur de vivre. Donc là, tu commences à classer les handicaps. Tu te dis, ok, on pourrait vivre avec un enfant sourd, mais on pourrait pas vivre avec un enfant comme ça. Donc là, hop, ça t'élimine des donneurs. Puis bah hop, tu fais des choix. Et puis à un moment, tu te rends compte, en fait, on a rappelé le médecin de la clinique parce qu'on était perdu. Puis on disait, ok, là, on a cette maladie-là qui est une chance sur 1 million. C'est quoi en fait? Puis là, il nous a dit, écoutez, vous savez que plus on teste, plus on trouve. Donc il y a des donneurs, en fait, vous n'allez pas trouver de maladie, mais parce qu'en fait, ils n'ont pas été aussi loin dans le test. Peut-être que lui, il l'a trouvé. Puis il nous a dit, vous savez,
en tous les ans au Québec, il y a entre 70 et 100 000 naissances par an. C'est-à-dire que là, tu as une chance sur 1 million. Ça veut dire que potentiellement, c'est les naissances de 10 ans où tu as un cas. Donc, tu sais, il faut remettre un peu dans le nombre de naissances par an au Québec. Donc là, c'est là où ça nous a aidé. Puis on a shortlisté un donneur pour la première insémination. On a commandé du coup des échantillons qu'on doit faire livrer à la clinique au bon moment pour l'insémination. Et puis on a fait cette première insémination. Ok. Comment t'as vécu, toi, la première insémination? Pas facile. Pas facile. Parce que bah, là, c'est concret. On insémine le sperme d'un autre homme dans ma femme. Mais la clinique a été adorable. On entend des fois des histoires où le papa est mis de côté en disant non, mais on parle qu'à la maman et tout. Non, là. J'étais dans la salle avec Marion, j'étais assis, je lui ai tenu la main. Et puis ils arrivent, les infirmières arrivent, les médecins arrivent, ils demandent vous allez bien madame? Oui. Et vous monsieur, comment ça va? Puis là, moi je me suis senti vraiment inclus. Et puis après j'ai un employeur qui est vraiment compréhensif. Mon ancienne chef, je lui en ai parlé forcément parce qu'il fallait que je m'absente, donc faut en parler de ces choses-là. Et puis ça, il y avait aucun souci quand je rentrais, lui dire écoute là j'ai besoin de 2 heures là pour évacuer. Puis elle me dit vas-y prends tes 2 heures, tu travailleras plus tard. Donc il faut l'entourage aussi. Il faut aussi l'entourage. Tu faisais quoi pendant ces 2 heures où t'évacuais? Je marchais, j'écoutais de la musique beaucoup. Je fais beaucoup ça. Ouais. C'était dur pour toi. Je sens vraiment que c'était pas juste un processus scientifique et médical. C'était beaucoup plus dur ouais, que ça. C'est comme si c'est de la fierté aussi de dire je peux pas j'ai dû demander l'aide à quelqu'un d'autre. Puis aujourd'hui, je lui dis merci à ce donneur. Mais à l'époque, je lui en voulais un peu quand même. Je pense. C'est l'aspect sensible du rock. C'est-à-dire que le rock, il a pas besoin d'aide. C'est un peu il rock suffit fier. à lui-même, le rock. C'est ça, un peu ça. Ok. Donc vous en faites 3, c'est ça, des inséminations? Exact. Donc on fait la première qui fonctionne pas. Là, la deuxième se pose une question. Parce que comme c'est toi qui dois commander les échantillons, déjà de 1, t'as pas beaucoup de temps pour te relever parce que dans les cycles de la femme, quand elle a ses règles, 2 semaines après, il y a l'ovulation. Donc ça veut dire que tu as 2 semaines pour recommencer le processus. Donc en gros, quand tu as même pas le test de grossesse négatif, c'est quand tu as les règles qui arrivent, tu dis ok, là tu as 24 heures pour évacuer et dire allez, on y retourne. Donc faut être triste, mais très vite dire ok, maintenant on y va. Et puis là tu as le choix. Tu te dis est-ce que je garde le même donneur? Et parce que des fois ça marche pas du premier coup. Donc tu te dis bah peut-être c'est quand même le bon, puis le deuxième marchera. Mais il y a des fois des couples sont pas compatibles. Et donc il y a des couples qui sont infertiles parce qu'ils sont pas compatibles. Et là tu te dis est-ce que j'ai choisi le donneur qui est pas compatible? Et donc du coup je vais me cramer mon deuxième essai si je garde le même. C'est vraiment un coup dans l'eau. Donc tu te dis qu'est-ce que je fais? Est-ce que je garde le même? Est-ce que je garde pas le même? Puis là on se dit bon on va garder le même, on va tenter la chance, on garde le même. Donc là on arrive à la deuxième. Pareil, je suis dans la salle, y a pas de souci. Mais la deuxième fonctionne pas. Marion apprend ça le 31 décembre, Donc le nouvel an a été un peu bizarre, on va dire. Puis là, on essaye un troisième, puis là, on se dit, OK, là, on change. On prend Fletcher. C'est pas les vrais noms, j'ai appris que c'était pas les vrais noms, parce qu'en fait, quand tu regardes sur le site, t'as des Napoléons et tout. Je me dis, c'est qui ces gars-là qui ont des noms? Napoléon, Fletcher et tout. Puis Marion m'a dit, mais c'est pas les vrais noms. Je dis, ah ouais. Ouais, c'est des pseudos, parce que je me dis quand même, ils ont quand même, tu sais, il n'y a pas un John ou un, tu sais, alors, tu sais, quand même, ils ont que des noms un peu bizarres. Mais bon. Et donc là, on arrive, et ce qui est magnifique avec cette troisième insémination, c'est qu'avec la Covid, c'était la dernière où j'avais le droit d'être dans la salle. C'est-à-dire que s'il y en avait eu une quatrième, j'aurais dû déposer Marion sur le parking de l'hôpital, attendre dans la voiture, qu'elle fasse l'insémination, qu'elle revienne. Donc j'aurais même pas été là pour lui tenir la main, puis être là. Donc je me dis, il faut que ça marche, celle-là. Là. Je peux pas ne pas être là. Et puis aussi, ils ont eu du mal à faire l'insémination, donc ils ont dû y aller avec l'échographie. Donc là, ils nous ont montré sur l'écran la pipette. Et en fait, ils nous ont montré quand ils ont appuyé sur la pipette. Donc en fait, à l'écran, on a vu un feu d'artifice blanc. Et en fait, c'est celui-là qui a marché. Et incroyable. Ouais, c'était beau, bizarre, toutes les émotions. On est rentré à la maison en se disant est-ce qu'on a vu la conception de notre fille? Est-ce qu'on a vu
est-ce qu'on a vu la conception à la télé. Pas d'une bonne qualité la télé, mais on a peut-être vu un feu d'artifice. Est-ce que c'est ça on a vu Olivia, le début d'Olivia. Et au final, oui. Un mois plus tard, même pas un mois, non, 2 semaines plus tard, Marion me tend le test de grossesse et il est positif. Donc, Comment tu vis, toi, ce test de grossesse positif? Comme un soulagement. Fier de ma femme parce que elle a réussi. Et puis surpris parce que quand tu passes dans ce processus-là, étant donné qu'il faut te relever très vite après chaque insémination, tu fais aussi le deuil potentiellement que ça soit plus une surprise, l'annonce. Parce que bah forcément, tu suis. Tu te dis, ah là, c'est dans 2 jours. Si ça marche pas, faut que lundi prochain, je recommande des... Puis moi, j'avais pris la responsabilité de commander le sperme. C'était moi qui devais amener, donc c'est moi qui devais appeler, commander, puis voilà. Donc c'était vraiment, il fallait que je sache. Et en fait, elle a réussi à me faire la surprise. C'est-à-dire qu'elle a réussi à faire elle a fait le test un jour avant la date où on s'était dit. Donc en fait, un matin, elle est venue, elle m'a dit bon matin, comme on dit au Québec, on dit bon matin. Et elle a dit bon matin mon chéri, ça va être un très bon matin. Puis elle m'a tendu le test. Puis voilà, donc elle a réussi à me surprendre. Même si je me suis dit c'est calé, c'est cadré, il y a un planning, elle a réussi à me surprendre. Ouais. Eh ben, elle est super, ta femme. Elle est super. Ouais, j'ai de la chance. Je sentais que tu voulais dire un truc plus, mais t'as dit non, t'as raison, elle est super. Non, c'est que c'est ma femme depuis février. On est mariés depuis février. Ouais, donc c'est bizarre pour moi d'entendre ma femme. Mais ouais. Ta blonde, c'est ça qu'on dit? Ma blonde, ouais, c'est ça. Ta blonde, au Québec. Comment se passe cette grossesse pour toi? Franchement, bien, avec par où on est passé, c'est aussi un soulagement. Ma femme est belle enceinte. C'est vraiment, je suis fier d'elle. Puis elle a pas eu trop les 3 mois difficiles, mais quand même, elle en a quand même un peu galéré, mais elle l'a passé. On s'est fait moi ça allait. J'avais ces doutes forcément parce que bah t'es un peu loin, tu sais pas vraiment tous les changements que ça impacte chez ta femme forcément. Et puis elle m'a fait un beau cadeau pour ma fête. Elle m'a payé des cours d'aptonomie qui sont, je sais pas si tu vois, c'est genre des moyens de jouer avec ton bébé dans le ventre. Un peu, c'est une ostéo qui s'était spécialisée là-dedans, qui était géniale. Et du coup, on a fait 3 séances. Puis j'ai vraiment senti ma fille bouger quand je l'appelais d'un côté et de l'autre. Ça donne vraiment un lien. Je trouve que c'est vraiment beau. Tu savais déjà que c'était une fille à l'époque? Ouais, on a décidé de le savoir nous, mais pas le dire. Pour nous, parce que j'aime pas trop les surprises en soi. Je voulais pas attendre 9 mois. Et puis aussi, je me posais la question de me dire, de toute façon, j'ai pas le choix, mais de me dire, est-ce que je veux une fille ou un garçon? Parce que si j'ai une fille, pour moi, il y avait plus de chances qu'elle ressemble à Marion. C'était mon avis, ma vision. Et donc un garçon, je me suis dit, il y a peut-être plus de chances qu'il ressemble au donneur. Mais je me dis, est-ce que je veux pas retirer le pansement tout de suite? En me disant, tiens, si j'ai un garçon, au moins c'est fait. J'ai pas cette peur-là, je me pose plus ces questions-là, etc. Puis au final, je sais pas, on s'était dit, ça va être un garçon. Je suis sûr que ça va être un garçon. Puis au final, ils nous annoncent que c'est une fille. Et donc là, je tombe un peu parce que je me dis, je m'étais quand même préparé un garçon. Puis Marion m'a dit cette phrase, elle m'a dit, tu seras son super héros. Et tu seras son héros, son Superman, son super papa. Et là, j'ai dit, ok. Ouais, en fait, c'est cool d'avoir ma petite fille. Et si on devait avoir un deuxième, elle m'a demandé, tu aimerais un garçon ou une fille? J'aimerais avoir une deuxième fille. J'aimerais un garçon, mais j'aimerais avoir ma deuxième fille. Donc, on l'a su comme ça, puis on a demandé. Donc après, on l'a pas dit. Bon, il y a un débat dans les amis, comme quoi il y en a qui ont que Marion ou moi ont plus vendu la mèche. Je suis plus d'accord que Marion a fait des erreurs, mais bon, elle dit le contraire. Après, bon, on va pas le juger. La vérité est quelque part au milieu, sans doute. La vérité est quelque part au milieu, ouais, c'est ça. Et puis, c'est surtout qu'en fait, au 5e mois de grossesse, pendant cette grossesse, on a été appelé pour aller chercher notre chiot, notre Golden Retriever.
Donc là, ça nous a fait un bon entraînement parce que un chiot, c'est comme un bébé, ça fait pas ses nuits, c'est pas propre, c'est à surveiller tout le temps. Et puis beaucoup de fatigue et du coup Marion en fait une semaine après avoir eu le chiot a eu des contractions pratiquement aux minutes à 5 mois de grossesse. Donc on a été en urgence à la clinique avec beaucoup de Pourquoi vous vouliez peur. un chiot en pleine grossesse comme ça? C'est marrant ce truc. En fait, je voulais un chien depuis longtemps. Et puis quand j'ai eu cette nouvelle d'infertilité, j'ai dit à Marion, bon, comme on sait pas quand est-ce qu'on va pouvoir avoir un enfant, j'aimerais qu'on me déclenche ce projet chien là. Et puis je voudrais un golden retriever. Donc on a choisi un éleveur et puis on s'est mis sur liste d'attente. Et en fait, normalement, c'était prévu pour qu'il arrive en même temps que la naissance d'Olivia. Donc on a eu de la chance qu'elle nous appelle avant en avril, mais on pouvait pas. On s'est posé la question est-ce qu'on annule ou pas. On s'est dit bah non. De toute façon, on connaît pas la vie qu'avec un enfant, donc de toute façon, autant avoir les deux quoi. Puis de toute façon, on va changer notre vie, autant la changer. Puis on se dit puis elle, je la vois aujourd'hui à, je la vois aujourd'hui à 2 ans. C'est son chien, c'est sa peluche quoi. Le matin, elle demande le chien avant nous. Donc c'est pas une. Donc du coup, on a eu Normal. cette. Ouais, c'est normal. Donc du coup, Ceci on a dit, eu. j'imagine qu'elle va pas la balader pour aller faire son pissou. Non, non. On a essayé, mais il fait 30 kilos, elle en fait 10. Hein, donc on va attendre un peu avant que. Il y a des projets de traîneau sur neige l'hiver, mais Incroyable. j'essaie de ralentir l'histoire des amis là parce que Oh ça, là là. la vie. La vie au Québec, je te jure. Ouais, c'est ça. Donc du coup c'est ça, on a eu ce déclenchement, pas de déclenchement en fait, c'est qu'il n'y a pas eu de problème, sauf que Marion devait se reposer et donc du coup pendant toute la fin de la grossesse, il fallait qu'on note en fait les contractions. Elle a eu beaucoup de contractions en fin de grossesse, et puis elle a décidé de partir en France pendant 2 semaines juste avant de plus pouvoir prendre l'avion pour pouvoir voir ses parents, qu'ils la voient enceinte et tout, parce que forcément l'immigration fait que ils n'étaient pas là à côté. Euh, donc il y a eu tout ça, il y a eu l'avion, puis quand donc ça a bien été. Olivia est en santé, il y a eu pas de problème, mais on a eu cette peur là, beaucoup euh, à la fin de la grossesse. Puis Olivia est arrivée avec 3 semaines d'avance au final. Donc Comment t'as vécu l'accouchement? c'est déjà l'accouchement s'est passé exactement en 1h27. Ouais, pour un premier enfant, 1h27. Elle a pas le temps, Marion. Hein. Elle n'a pas eu le temps. En fait, on avait fait une semaine de avoir nos amis tous les soirs. C'était 3 semaines avant l'accouchement et on s'est dit, ok, on va les voir tous les soirs. Et puis après, on se pose 3 semaines que nous deux, on se repose. Donc là, on termine le samedi après-midi chez des amis, on rentre, on mange un truc et puis on va se coucher. Là, la dernière phrase que j'ai dit à Marion avant tout ça, j'ai dit, demain je dors. J'attends encore 2 ans. Elle est en suspens cette phrase dans l'appartement. Elle est en mode demain je dors, mais je sais pas encore quand. Mais donc Je dirais 8-9 ans, un truc comme ça. 8-9 ans, d'accord. C'est gentil, ça me rassure. Hein. C'est pas si long. Non, ça passe vite. Fait que du coup, voilà, c'est ça, c'est plus que donc c'est ça. En fait, elle commence à avoir des fuites, tout simplement. Donc on appelle la clinique à 2 heures du matin. Elle dit bon venez, prenez les affaires quand même, mais ça se trouve on va vous renvoyer chez vous. Pas de souci, on vous renvoie chez vous, mais quand même venez au cas où. Donc on arrive, genre 4-5 heures du matin, tranquillement. On a eu le temps de prendre une douche, faire la vaisselle, préparer les affaires, bref. Donc on arrive et puis ils disent non là la poche des os est percée, donc on va vous garder. Mais il y a deux solutions, soit on attend 24 heures, puis là on vous met dans une chambre qu'ils appellent une garde, une chambre de garde, et puis on attend que ça se déclenche tout seul. Puis ça peut prendre longtemps, ça peut prendre du coup 24, 48, 72 heures potentiellement. Et puis, mais de toute façon, à bout de 24 heures, on va devoir un moment déclencher parce que comme la poche est percée, il y a des risques d'infection. Donc il faut un moment qu'on déclenche. Donc, ou bien on vous donne un déclencheur plus soft tout de suite à 6 heures du matin. Et puis on se revoit dans 12 heures. Donc là, on va vous donner un somnifère, vous allez pouvoir vous reposer avant que tout commence. Donc là, Marion, vu qu'on était quand même fatigué de notre semaine et puis on se voyait peut-être pas faire 72 heures, elle prend, puis moi je la suis, de toute façon, je peux pas faire autre chose, c'est son corps. Elle décide de prendre le déclencheur doux. Donc là, on arrive en chambre. C'est ça, il est 6h30. Puis je dis, je vais te chercher tes valises, puis moi, ce que je vais faire, je vais rentrer.
à la maison, qui est à 20 minutes de la clinique. Toi, tu dors. De toute façon, dans 12 heures, ils vont revenir. Puis moi, je suis à 20 minutes. S'il y a un problème, je reviens. Puis bah, je vais surtout gérer de pouvoir donner le chien à des amis. C'est comme il était 6 heures, ça allait être le Ouais. réveil. Je dis, bah, je finalise les affaires, je donne les affaires du chien, puis après, je reviens à la clinique. Donc là, je vais te chercher tes valises, je descends, je reviens. Donc il était 6h45, un quart d'heure plus tard. Elle était au bout de sa vie. Contraction aux minutes. Elle avait juste envie de vomir. Elle était dans son truc, dans son côté un peu animal, là, vraiment. Et donc là, elle me dit, là, il faut que j'aille aux toilettes. Donc je lui enlève le moniteur. Je dis, vas-y. Et puis donc là, une infirmière arrive. Vous pouvez pas enlever le moniteur. J'ai écouté, genre, allez l'aider. Puis remettez le moniteur. Mais là, elle est pas bien. Puis quand elle a été voir Marion dans les toilettes, elle a dit, ok, non, là, c'est pas beau, là. Donc là, le bébé, en fait, le cœur d'Olivia droppé. Donc là, ils nous ont transféré en salle de travail. Ils ont retiré le déclencheur et il était 7 heures. Et là, Marion a fait son travail en 1h26. Olivia est arrivée à 8h26 du matin et elle demandait la péridurale, mais ça arrive pas non plus, genre dans les 10 minutes. Et en fait, au moment où elle dit non mais là, il est où cet anesthésiste là? Parce que genre il faut qu'il arrive là, j'ai trop mal. Et en fait là, la médecin lui dit non mais là, on n'a plus le temps là. Genre elle est là, votre fille. Là. Donc là, Marion qui se dit mais non mais je vais pas réussir naturellement à faire ça sans. Et on avait suivi des bons cours avec la personne qui nous avait fait l'autonomie. Elle donnait des cours de préparation à l'accouchement, puis des cours après aussi qui étaient vraiment bien. Puis elle nous avait préparé un peu. Ils sont assez pro accouchement naturel au Québec, pro allaitement, pro tout ça. Donc elle avait donné plein d'outils qu'on avait mis en place et tout. Et puis bah du coup, je pense qu'elle s'est basée là-dessus. Puis ça a été naturel en 2 poussées. Donc, 2 poussées. La petite était là. Et l'anesthésiste est arrivé. J'ai vu sa tête passer par la porte à la première poussée. Et la médecin qui a dit vraiment, je pense que c'est pas le bon endroit à être là. Genre, va te prendre un café, mais là, je pense que tu risques ta vie. Tu vois, genre vraiment. Il est un peu arrivé en mode bon, oui, on m'a appelé. Oui, non, non, genre, va te prendre un café. Après, c'est la cavalerie qui arrive après, quoi. Ouais, puis l'accouchement, bah, moi, je pleure de voir Mm. Marion pousser naturellement parce que c'est, comme tu disais tout à l'heure, c'est mammifère, quoi. C'est des cris qu'on peut pas entendre ailleurs, je pense. Et puis c'est une fierté tellement, c'est des émotions folles. Puis là, on me met ma petite dans les bras, pratiquement. On la met sur Marion, puis après, moi, je la suis c'est moi qui la pèse et tout. Et c'est même moi qui dis à Marion, euh, parle-lui et dis-lui son prénom. Parce que Marion, en fait, elle était tellement elle était tellement dans comment j'ai réussi à faire ça toute seule, qu'en fait, elle s'était pas rendue compte qu'elle avait sa fille. Et c'est moi qui lui ai même dit, on restait un peu dans la chambre où elle a accouché, avant d'être transféré dans notre chambre, puis je lui ai dit, parle-lui, dis-lui, bonjour Olivia. Et c'est là où elle s'est rendue compte qu'elle avait sa fille. Euh, et, euh, et en fait, elle me dit, elle se souvient même pas d'avoir entendu Olivia pleurer ou euh, d'avoir demandé si elle allait bien. Moi, j'étais là, parce que ça sert à ça, le papa, à ce moment-là. Faut pas dire que les papas servent pas à rien pendant l'accouchement. Je suis pas d'accord avec ça. Moi, je trouve qu'on a tous notre rôle et puis on est là pour s'assurer d'être le cerveau de la maman. Et, et là, en fait, elle me dit, je sais même pas si j'ai demandé si ma fille allait bien. Je dis, c'est pas grave, elle allait bien. Mais c'est vrai, elle a eu Les du mal endorphines, à... hein. Quelle belle Ouais, invention, c'est quand fou, même. c'est fou. Ouais, c'est La drogue gratuite. exactement ça. Ouais. Bon, ça prend quand même dans notre cas, ça a pris quand même quelques préparations avant qu'il y ait cette drogue. Mais bon. Donc, C'était pas gratuit, tout à fait. c'était pas gratuit, c'est ça. Donc aujourd'hui, ta fille va avoir 2 ans. Ouais. Comment t'as vécu cette paternité depuis 2 ans là? Est-ce que tu as réussi à mettre de côté l'aspect papa biologique que je sentais qu'il était encore un peu là pendant la grossesse, etc. quoi. Je sentais que Ouais. c'était encore un peu dur pour toi. Je l'ai de moins en moins. Parce que je vois des traits de Marion dans ma fille, ce qui me rassure. Et puis je vois des traits qui sont pas de Marion, mais qui rendent ma fille magnifique. Et ma fille, elle a les cheveux bouclés alors qu'on n'a pas les cheveux bouclés tous les deux. Et puis en fait, elle est belle comme ça. Elle est belle. Puis c'est un pirate. Ma fille, elle fait des bêtises. Pas des bêtises, mais elle aime son chien. Moi, j'aime mon chien. Puis c'est alors, j'avoue, hein, les premières semaines, peut-être les 2, 3 premiers mois, je recherchais le donneur. Alors qu'en fait, un bébé, ça ressemble même pas à ses parents quand ça naît. Mais
je recherche et je dis, est-ce que ça c'est Marion? Puis en fait, je me suis rendu compte que ça me faisait plus de mal qu'autre chose. Donc j'ai arrêté de faire ça. Maintenant, je le cherche, mais pas comme une tristesse, mais comme une qualité de ma fille. De dire, regarde, elle est belle avec ça. Puis je suis plus reconnaissant. Avant, quand je t'ai dit tout à l'heure, je lui en voulais. Maintenant, je le remercie. Parce qu'elle est en santé, parce qu'elle est comme elle est, parce qu'elle est adorable, parce qu'elle est souriante. Et puis que c'est le deuxième amour de ma vie, ma fille. Donc je le remercie aujourd'hui. Puis si un jour je le rencontre, je lui dirai merci. Je lui dirai juste merci. C'est juste ça que j'ai à lui dire. Et donc je vais mieux comme ça. Je me pose moins la question. Mais au début, j'avais aussi c'est peut-être lié à mon caractère, ça touche peut-être pas tous les papas, mais moi j'avais cette impression qu'il fallait que j'en fasse 2 fois plus qu'un papa normal parce que j'avais pas pu donner l'initial. Donc et c'est mon papa, tu vois, qui m'a fait me rendre compte de ça. Il m'a dit, mais est-ce qu'en fait t'as juste pas peur qu'elle te reproche plus tard? Parce que en étant pas parfait, est-ce que t'as pas peur qu'elle te reproche pas plus tard que t'as pas été parfait? Puis en plus t'as pas été son papa biologique. Et ça, en fait, j'ai compris que non, il n'y a pas besoin d'en faire 2 fois plus. Puis de toute façon, en faire 2 fois plus, ça me fatiguait, ça me pourrissait la vie. Puis au final, je suis pas plus heureux avec elle parce que j'en fais 2 fois plus. Puis elle a pas besoin de 2 fois plus. Elle a besoin de bras et qu'on joue avec elle. Donc ça va mieux. Ça va mieux. Ouais. L'illusion du père parfait, c'est un piège. Hein. Vraiment, faut faire attention à ça parce que c'est un piège qui finit par t'enfermer et qui finit par t'obliger à faire des trucs que tu ferais peut-être pas normalement en fait. Déjà, en fait, Fabien, j'imagine que tu fais du mieux que tu peux et qu'on fait tous du mieux qu'on peut. Et comme ton père, certes, le rock, mais j'imagine à quel point il a fait du mieux qu'il a pu aussi, le rock. Donc, et ça déjà, c'est canon. Ouais. Et en tout cas, voilà, c'est ça. Puis là, on est dans une phase où on pense au deuxième parce que dans notre cas, on peut pas attendre d'être prêt à avoir un deuxième parce qu'il y a des rendez-vous à reprendre pour Marion, des tests à refaire et qui peuvent prendre du temps. Donc si on attend dans 2 ans d'être prêt, ça peut nous mettre 2 ans de plus. Puis nous, on veut des enfants qui soient plus rapprochés. Donc on doit se lancer dès maintenant en n'ayant pas non plus passé la vague totale. Donc c'est un peu compliqué de se projeter. Et puis là, on se pose la question aussi. La question se pose, est-ce que je prends le même donneur? Est-ce que je prends pas le même donneur? Est-ce que je trouverai le même donneur? Est-ce qu'il est encore disponible? Parce que tu es obligé de déclarer la naissance à la banque de sperme et après ils retirent potentiellement un donneur, pas pour des fratries, mais pour d'autres personnes pour éviter la consanguinité. Oui. Mais là, par exemple, il est plus dispo. J'ai regardé la semaine dernière, il est plus dispo. Mais si j'envoie un mail, peut-être qu'ils disent non, on garde des échantillons si on veut des frères, des frères et sœurs du même donneur. Mais c'est ces questions-là qu'on se pose aussi maintenant pour un deuxième, quoi. Et toi, ça va mieux? T'es un peu plus apaisé par rapport à ça et par rapport au fait de repasser par ce process? Oui. Okay. On se mettra moins de pression. On n'ira pas jusqu'à la fécondation in vitro comme on aurait fait le premier. On se dit si les inséminations marchent pas, on aura qu'un enfant. Mais ça me va. Je l'ai vécu, puis je suis plus en colère contre les donneurs. Ils me donnent mon bonheur à moi, donc je les remercie. Encore une fois, je les remercie. C'est chouette. J'ai une dernière question pour toi. Si Olivia écoute ce podcast dans 10 ans, elle aura 12 ans, ta petite pirate, qu'est-ce que tu as envie de lui dire? C'est dur ce que tu me poses là. C'est plus le sensible que le rock que tu viens toucher là. Je vais dire que je l'aime et que je la remercie. Voilà. Merci ma grande. T'as le droit de pleurer ici, hein. C'est cadeau, ça fait plaisir. Pourquoi tu pleures? C'est quoi l'émotion qui vient? Je l'aime, ma fille. Elle m'aide à grandir et à être adulte. Et à être adulte? Et à être adulte, ouais. Parce que maintenant, je prends soin de moi pour elle. Et c'est la meilleure motivation qu'elle peut me donner. Voilà. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je t'ai pas amené, Fabien? Merci beaucoup pour tes larmes et tes émotions, c'est trop bien. Merci. Merci de nous avoir monté le sensible du rock. Non, j'ai pas mal parlé de
de ce que je voulais. C'est gentil. Ouais, j'ai aidé dans ce que Ouais. je voulais. Et puis, la dernière chose que je voudrais dire, c'est que pour potentiellement d'autres papas qui sont dans mon cas, c'est pour ça que je voulais faire ce podcast. Pour Olivia, c'est pour ça que tu m'as posé la question, pour qu'elle puisse savoir cette histoire. Pour mes amis, ma famille, pour qu'ils puissent savoir par où on est passé, mais aussi pour d'autres papas qui se sentent pas virils ou qui se sentent pas des hommes parce qu'ils ont ça et que ça n'a rien à voir, qu'il faut juste et que moi en fait je trouvais pas forcément ça, un papa qui était dans mon cas, donc je veux le donner à d'autres, mais je veux aussi le donner à des entourages qui connaissent un papa qui est dans ce cas-là, pour qu'ils comprennent aussi par où ces gens, ces papas passent et et pour ceux qui sont dans mon cas, je voudrais juste leur dire, parlez-en, parce qu'il n'y a pas de honte. Et moi, je suis né comme ça. Et je serais pas comme, je serais pas, j'aurais pas ma fille. J'aurais pas Olivia si j'étais pas né comme ça. Et donc, faut en parler. C'est pas honteux. Puis, faut en parler. Et je trouve que quand j'en parle, il y a beaucoup de gens qui me disent autour de moi, ah oui, mais en fait, je connais quelqu'un qui est dans ce cas-là. Ah, mais oui, j'ai un couple d'amis qui est dans ce cas-là. Et en fait, on se rend compte qu'il y a plein de gens qui sont dans notre cas, mais qu'on n'en parle pas. Et les gens me demandent souvent, tiens, t'es libre d'en parler? Ben oui, mais parce qu'en fait, je parle, c'est moi. Je peux pas ne cacher ce que je suis. Donc, c'est plus ça que je voulais dire. Ouais. Merci Fabien. Avec C'était plaisir. super. Merci Vraiment. beaucoup. Merci beaucoup. Un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Pensez à rejoindre le serveur Discord pour venir commenter avec le reste de ma commu. Je vous trouverai tous les liens dans les notes de cet épisode. Et si mon travail vous plaît, je vous rappelle que vous pouvez m'offrir en échange un peu de sérénité en vous abonnant à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent en vous munissant de votre CB. Vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode également. Bonne fin de journée et j'espère à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast.